Et donc, autour de la table, Henri Buzicazo. Salut Henri. Bonjour Stéphane. 20 ans qu'on se parle de logement, de construction, d'immobilier, Henri. Et il y a des questions que je te posais il y a 20 ans, des débats que nous avions ensemble il y a 20 ans. On va continuer à les avoir, dis donc. Oui. Alors, 20 ans de débat avec toi, quelques autres, et 35 ans de carrière. Voilà. Je le revendique parce que ça commence à être un petit club. Mais 20 ans de débat, notamment sur la subvention du secteur. Donc, à 40 milliards l'année, j'ai pas fait le calcul de combien on a dépensé. Ça nous fait du 800 milliards quand même, hein, comme ça, bon an, mal an. Oui. Il y a de quoi faire la transition énergétique. Donc Henri, merci d'être là. Et puis Erwan Tison, salut Erwan, directeur des études de l'Institut Sapiens. Et l'Institut Sapiens, donc j'ai pas dit que tu étais aujourd'hui à la tête de l'Institut du Management des Services Immobiliers. Et l'Institut Sapiens a publié, c'était fin avril hein, que j'avais vu ça, une étude intéressante sur l'immobilier, plus, et ce sera dans notre deuxième partie, plus sur les solutions que vous préconisez. Il faut en même temps forcément sortir la boîte à outils et inventer des trucs qui n'ont encore jamais été inventés, pour peu qu'il y en ait, plus sur les solutions donc, que sur les causes, même si, et je veux... Alors, on va pas démarrer par là. On va démarrer sur un truc qui ne laisse de me surprendre. J'en avais... enfin, quand j'en parle avec tous les professionnels de l'immobilier, et notamment Alain Dinin, c'était un élément, je me souviens à l'époque où il était à la tête du premier promoteur français, c'est-à-dire Nexity, un élément qui ne comprenait pas. Ils disaient, mais pourquoi l'immobilier, pourquoi le logement est si bas dans les enquêtes d'opinion? En fait, il y a un espèce de cercle vicieux sur... Alors là, oui, on en parle parce que, et on va y aller, on est sur une crise historique, donc tout le monde s'agite. Mais sinon, en fait, tout le monde s'en fout du logement, ou en tout cas, le met de côté. Parce que dans les enquêtes d'opinion, ça vient souvent très très loin, Henri. Oui. Alors, on a un exemple très récent. On sait qu'à la faveur d'élections, et on a eu récemment une élection présidentielle, une élection législative, les grands organismes font quantité de sondages et ça aide les décideurs publics ou les candidats à des fonctions publiques. Qu'est-ce qui est apparu ? Il est apparu que la préoccupation première, c'était le pouvoir d'achat. Et donc, bien sûr, ceux qui postulaient pour l'Élysée ou pour l'Assemblée nationale ont insisté sur des remèdes à l'érosion du pouvoir d'achat. Et on s'apercevait que l'item du logement, auprès de l'opinion, arrivait en 6e, 7e, 8e, 9e position selon les sondages. Alors, c'est exactement ce qui vient d'être présenté. C'est-à-dire qu'on se dit, mais le public, l'opinion, les ménages, on dit ce qu'on veut, c'est que pour eux, c'est pas un souci, c'est que tout va bien. Non, c'est beaucoup plus grave que ça. En termes notamment d'efforts financiers, c'est l'essentiel. Ça coûte trop cher, on n'y arrive pas, etc. Les travaux, l'entretien, c'est le premier poste budgétaire des ménages. Passé devant l'alimentation il y a 30 ans. Pas si longtemps que ça, il y a 30 ans. Et aujourd'hui, de loin, le premier poste des ménages. Donc, on se dit, mais il y a un paradoxe, les questions sont mal posées. C'est surtout que c'est devenu une charge contrainte tellement admise, elle s'est enquistée, que quand on demande aux ménages, mais est-ce que vous souffrez du logement ? Ils vous disent, non, on souffre du pouvoir d'achat, mais quel est ton premier poste de dépense qui obère ta marge de manœuvre pour aller au cinéma, pour manger, etc. C'est le logement. Voilà. Donc c'est en fait le témoignage que c'est beaucoup plus grave. Ça finit par être admis. Alors ça ressort à certains moments. L'histoire des Gilets jaunes, il fallait pas être grand clair pour détecter, c'était une question de logement. C'était pas une question de gazoil, c'était une question d'aménagement du territoire, de ménages qu'on avait incités à acheter une maison individuelle dans des périphéries de villes moyennes ou de grandes villes. Il y avait de l'activité. Attends Henri, parce que là-dessus, j'irai te chercher. C'est presque un débat périphérique. Mais Erwan, on va montrer une courbe sortie de l'étude de Sapiens qui confirme, mais alors, qui est très spectaculaire, parce que la courbe qu'on va voir là, elle est sur, je ne sais plus sur combien de temps, mais sur un temps assez long, et on voit l'accélération. Donc ce que vous voyez en rouge, c'est le prix de l'immobilier, c'est ça, hein, par rapport à l'inflation et par rapport au gain de pouvoir d'achat. Alors c'est jusqu'en 2021. C'est jusqu'en 2021. 2022, mais ça, les courbes se croisent. Mais... Donc entre 2020 et 2021, le prix de l'immobilier a grimpé 4 fois plus vite que l'inflation et les gains de pouvoir d'achat. Tout
Tout à fait. Alors, bon, cette courbe, donc, tu l'as dit, nous, à Sapiens, on s'intéresse à cette question-là. Je vais rendre à César ce qui est à César, c'est notre observatoire immobilier qui est composé d'une dizaine d'experts, de top experts. Oui, il y a du monde sur la note. Elle est courte, mais il y a du monde. Et ils sont surtout, c'est une expertise qui est de qualité. Je voulais saluer et les remercier pour leur travail. On en profite pour faire une dédicace. Non, mais du coup, ce qui est intéressant de voir, nous, ce qui nous a frappé pendant la campagne présidentielle, effectivement, c'est ça. C'est cette dichotomie qu'il y avait entre le 10e, nous, on avait évalué que c'était quasiment 10e au plus fort dans les préoccupations des Français dans les sondages, et le pouvoir d'achat restait en numéro 1. Et donc, du coup, toute offre créant sa propre demande, disait notre ami C, du coup, on se dit, je vais m'intéresser qu'à la première et donc, du coup, pas au dernier. Mais, et donc, c'est assez légitime, finalement, de la part des responsables politiques que de dire, sûr, je vais aller taper sur Carrefour plutôt que d'aller chercher le vrai responsable. Ça ne t'intéresse pas aux causes structurelles, parce qu'il y a aussi peut-être un horizon temporel. En 5 ans, tu n'as peut-être pas le temps d'avoir les effets même d'une politique du logement sur ton pouvoir d'achat. Alors, c'est pas dans les 100 premiers jours où il faut des effets pour avoir une bonne note dans le rolling IFOP du mois de novembre que tu vas du coup pouvoir en profiter. C'est catastrophique. Mais Erwan, ça c'est vrai aussi. Je vous raconte un petit... Tu me poses une question. Oui, mais ça c'est vrai aussi sur l'agroalimentaire, tu vois. Non, mais... Je veux dire, tu sais très bien que tes effets vont être... Je veux dire, un responsable... Non, attends. Un chèque alimentaire, ça se voit tout de suite. Oui, c'est vrai, tu as raison. Non, un chèque essence, ça se voit tout de suite. Il a raison. La temporalité du logement n'est pas la temporalité de la politique. Bon. Et incontestablement, alors ça marche dans les deux sens. On voit des présidents de la République, des gouvernements profiter de bonnes décisions prises bien avant eux, et s'en glorifier. Bon, on va leur pardonner. Exemple sur le logement, exemple. J'aimerais bien une bonne décision récente là, sur le logement. Très simple. Parce que le choc d'offre de Macron, par exemple... Non, mais très simple. Parce qu'effectivement, il y a des cycles longs. Lorsqu'on a eu des bons chiffres de la construction, c'est l'indicateur royal. Là, on dit ce qu'on veut. Moi, j'avais dit un jour, on m'a demandé chez l'un de tes confrères comment vous appréciez le ministère de Julien de Normandie. Je dis, moi, je l'apprécie comme tout le monde avec les chiffres de la construction. On a toujours fait ça. J'ai servi un Pierre Méhaignerie il y a bien longtemps. Il a été jugé là-dessus. Ses successeurs aussi. Il faut arrêter de trafiquer le truc. Et donc, les chiffres de construction du premier quinquennat du président Macron au début ont été bons. Mais bon, ça veut dire 400-450 000 logements dans l'année, c'est ça. C'était exactement. C'était l'héritage de bonnes décisions au pluriel, plus un climat, tout ce qu'on veut, mais prises 5, 6, 7 ans avant. 5, 6, 7 ans avant. Et à contrario de mauvaises décisions prises aujourd'hui ou des non-décisions plombent l'immobilier et la production. Pour les successeurs. Attends, on va y aller. Ça marche dans les deux sens. Juste, petite histoire que je tiens à vous raconter parce que ça m'avait frappé. Les débuts d'Éric Zemmour, la flambée d'Éric Zemmour. Et il se retrouve en campagne présidentielle. Et il se retrouve face à BFM TV, c'est son premier grand oral. Et BFM TV amène, en se disant quand même, it's the economy stupid, on va essayer de le faire sortir de ses obsessions. Et on va essayer de parler d'économie. Et ramène Nicolas Dose, mon cher Nicolas Dose de BFM Business. Et Nicolas, ça ne me surprend pas de lui d'ailleurs, la première question qu'il pose à Zemmour, programme économique, c'est le logement, l'immobilier. Et l'autre, un lapin dans les phares. En fait, il n'avait rien préparé. Alors que le cœur de ses obsessions, la ghettoisation, enfin tout ce qu'il décrit, c'est bien d'abord un problème de ghetto, un problème de logement, un problème d'immobilier, tu peux le mettre dans tous les sens. Et même moi, je pensais qu'il avait quand même un truc un peu structuré, avant même, tu vois, d'en faire le cœur de sa campagne. Rien du tout. Et j'ai trouvé ça assez significatif quand même Alors, deux choses. Le premier, c'est que ceux qui étaient autour de Nicolas, c'est-à-dire mes confrères journalistes, ont tout fait pour sortir Zemmour de ce mauvais pas. Et en fait, il y a une sorte quand même de complicité des médias, en tout cas, on va dire des journalistes politiques, parce que le logement c'est compliqué, on va le voir, on va en parler pendant 1 heure, et qu'ils n'ont pas envie d'affronter cette complexité. Enfin voilà ce que moi j'avais aussi... Ça vaut pour plein d'autres sujets malheureusement. Ça vaut pour plein d'autres sujets économiques, t'as raison. Ça c'est une autocritique que peuvent faire certains de tes confrères. On préfère parler d'une petite phrase plutôt que de parler du fond des sujets. Mais bon, ça c'est un... Mais sur la campagne... Revenons sur le pouvoir d'achat. Et sur la campagne présidentielle, parce que nous on avait sorti tout un tas de papiers comme plein d'autres think tanks. On avait identifié, on a dit les 3 vrais sujets de la France tout confondu sur ces 10 prochaines années, c'est l'éducation,
la capacité d'une population à se former et puis surtout à avoir de la mobilité sociale. Le logement, la capacité à avoir de la mobilité géographique. Et la santé. Et nous, on avait plutôt vu l'innovation. L'innovation, la capacité d'une nation en fait à se projeter et à créer de la prospérité. Sur ces 3 questions-là, il y a eu une absence totale de réponse. On a préféré faire des chèques énergie, des chèques machin, etc. Et quand on regarde en fait dans les chiffres du pouvoir d'achat, moi ce qui me fascine, c'est qu'en plus, des fois quand tu discutes avec certains politiques ou certains aspirants, ils te disent oui, mais on va s'occuper du logement parce qu'on va s'occuper du coût des APL ou on va donner un petit coup de pouce au SMIC, comme ça on va... Eh ben non, c'est là où justement ils ont tort. Ce qui est intéressant, c'est que le logement absorbe 65% des dépenses contraintes de tous les ménages, du Q1 au Q4, du D1 au D9. Donc quel que soit ton revenu, 65% de tes dépenses contraintes. Je rappelle, dépenses contraintes. C'est le décile pour décile et c'est quartile. Voilà. Donc c'est division par 25% et division par 10%. Et donc dépenses contraintes, c'est quoi? C'est au titre de l'INSEE les dépenses non pilotables qui sont préengagées au premier du mois sur lesquelles en fait tu ne peux pas avoir d'arbitrage de court terme. Et donc du coup 65% c'est le poids du logement dans tous les ménages. Mais après par contre ce qui est intéressant c'est la différence de nature. Sur ces 65% là, tu as 90% pour les 3 premiers déciles qui correspondent en fait à du paiement de loyer. Et pour les 3 derniers déciles, c'est du paiement à la banque, un remboursement de prêt. Et donc, tous ces politiques, notamment à gauche, qui n'ont qu'un mot à la bouche, qui est justement la justice sociale, que je partage aussi, qui est l'égalité, la lutte contre l'inégalité, etc., il ferait mieux de s'intéresser à comment se fait-il qu'on a quelque chose qui obère le pouvoir d'achat, un poste de dépense qui obère le pouvoir d'achat, pour tous les ménages, quel que soit leur type de revenu, mais qui du coup crée une distorsion qui est énorme. Parce que du coup, là où le ménage, après, qui passe son temps à rembourser son prêt, au bout d'un moment, il est propriétaire. Mais évidemment. Si je suis propriétaire, ça veut dire que du coup, j'ai peut-être un problème de mobilité géographique parce que du coup, je suis fixé sur un lieu, mais du coup, mais je suis protégé. J'ai plus de problème d'inflation, des loyers, parce que du coup, je m'en fiche. Ça me permet moi aussi de continuer à accumuler du capital et de reconstituer mes réserves. Ça me permet quelque part aussi d'avoir un apport et donc du coup d'avoir quelque chose à hypothéquer si je peux le faire. Alors que la retraite. Et la retraite. Mais surtout la transmission. Et la transmission. C'est ça qui est terrible. C'est que tu crées vraiment une inégalité, mais profonde, de classe, on pourrait presque dire. Absolument. Justement là-dessus, et moi je m'étonne que ce chiffre... Pourtant, c'est l'INSEE qui l'a fait. L'INSEE a des études sur le logement qui sont absolument fantastiques. Le taux de propriétaires parmi le Q1, donc les 25% les plus pauvres, a baissé de 8 points depuis 35 ans. Oui. Le taux de propriétaires parmi les 25% les plus riches a augmenté de 20 points dans le même temps. Et quand on regarde de façon instantanée, ils ne sont pas très nombreux ceux qui le font, Century 21 le fait. C'est intéressant. La qualification de ceux qui achètent. On ne parle que du volume. On dit, tiens, combien de transactions on va faire en 2023 On a fait 1,2 million, 1 million dans les années passées. Bon, idem d'ailleurs pour les ventes de neuf. Il faut regarder qui achète. Une illustration violente. L'an dernier, 31 décembre, les notaires nous disent, ils l'ont dit un petit peu plus tard, premier trimestre 2023, 60 000 transactions dans Paris. Record absolu. Les années de croisière étaient à 40, 45 000 transactions dans Paris, 60 000. On se dit, au cœur de l'inflation, de tous les dérèglements, qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe qu'il y a, de manière ininterrompue, une upgradation des acquéreurs parisiens. Et la sous-représentation de la classe ouvrière, des cadres moyens, etc., ça, il suffit de regarder les chiffres de Century, et la presse n'y insiste pas, et eux pas assez. Oui, mais parce que c'est Paris. Est-ce que Paris est un marché significatif? Ils ne le font pas qu'à Paris, ils le font pour la France entière. On voit que dans certaines villes, c'est intéressant de voir, notamment dans les 11 métropoles, avec la cherté des prix, ou dans certaines villes moyennes aujourd'hui, il y a une sous-représentation des déciles oui, inférieurs. Mais alors, attends, parce qu'on va y aller, parce que ça, je trouve, c'est peut-être un tout petit peu biaisé par l'investissement locatif. C'est-à-dire, si effectivement l'acquéreur est un acquéreur qui appartient aux quartiles les plus élevés ou aux déciles les plus élevés, mais si derrière, il le fait dans un but locatif, là, il sert pour le coup l'ensemble de ceux qui ont besoin de se loger. Oui, et ça, c'est un sujet dont on va parler très largement. On va en parler très clairement, l'avenir va être beaucoup plus au statut locataire et donc à l'investissement locatif. Exactement. Mais là, on parlait de la propriété, si possible, de sa propre résidence, voire de notre bien ou d'un deuxième, un troisième. Bon, très clairement, on a une sous-représentation de ceux qui achètent tendancielle depuis 15 ans. Oui, mais alors, est-ce que c'est pas, et c'est là où je veux revenir sur... Alors, 2 choses. D'abord sur le pouvoir d'achat. On a constaté quand même, Henri, je parle sous ton contrôle, Erwan, quand les taux d'intérêt sont effondrés, oui. Que faisaient les ménages qui achetaient? Ils n'en profitaient pas pour récupérer du pouvoir d'achat, ils en profitaient pour récupérer des mètres carrés. Oui. C'était quasi systématique. Oui.
Donc, c'est bien qu'à un moment, quand même, dans notre logiciel personnel, l'idée pouvoir d'achat logement ne fonctionne pas et qu'on va systématiquement aller se mettre au taquet de ce que permettent les banques, c'est-à-dire à ces fameux 33%. Oui. Deuxième point, les gilets jaunes. Ces maisons individuelles, effectivement, c'est le cœur du sujet. Mais ces maisons individuelles, je ne sais pas pourquoi, c'est notre aspiration nationale. Oui, 75% des Français. Eh ben voilà. On est les premiers responsables finalement. Hein. Tu vois, il ne faut pas aller chercher derrière des professionnels, des politiques publiques. C'est notre volonté que d'aller habiter dans cette maison individuelle qui est parfois loin de notre lieu de travail. Alors, le problème, c'est que nombre de ces ménages qui ont fait construire, comme on disait à la campagne chez moi, exactement, qui l'ont fait dans les années 80, 90, 2000. Bon. Ils l'ont fait dans des endroits où il y avait encore une activité économique. Or, il n'y a plus d'aménagement du territoire, ou plus exactement depuis 30 ans, on a incité les ménages dans 11 métropoles à aller se regrouper. Et petit à petit, ceux qui étaient dans des endroits encore actifs au plan économique se retrouvaient avec une maison qu'ils aimaient, qu'ils avaient payée, pour lesquels ils s'étaient saignés à 80. Voilà, bon, et puis, on leur dit, mais ta maison, aujourd'hui, elle est très loin, donc tu vas devoir avoir 2 voitures et payer très cher pour ton déplacement. Lequel déplacement est de plus en plus long parce que l'endroit où tu dois aller, télétravail ou pas, le bureau, l'usine, etc., c'est très très loin désormais. Avant, c'était plus proche. On a donc annoncé, et le lien, il est très fort, à des ménages que l'aménagement du territoire, la dispersion des activités économiques, tout cela avait fait d'eux des propriétaires d'un bien dévalorisé. Et ça, c'est terrible. C'est terrible parce que derrière, d'effet de ciseaux entre la construction et la désindustrialisation. Ouais, d'autant qu'on vit dans ce pays, et pourquoi pas, avec l'idée que la propriété fait partie de l'ascenseur social. Et ben voilà. Et on est en train de dire à ces ménages-là, on l'a dit, et ça les a révoltés, ils sont toujours là, mais en fait, tout ce que tu as fait pour remonter, ça n'a pas marché. Et même maintenant, comme en plus c'est une passoire énergétique, il va t'en coûter la moitié de la valeur actuelle de ta maison, que tu n'as pas, pour remettre à niveau ton bien. Tout ça, c'est extrêmement lourd. Ce sentiment de déclassement des classes moyennes est très violent. C'est une bombe sociale. Pourquoi le ministre actuel, jamais ça s'était vu, un ministre en exercice... Dire que c'est une bombe sociale ? Oui. J'ai l'impression qu'ils l'ont tous dit, moi, Henri. Ah non. Vraiment... Sauf Cécile Duflot. Non. Qu'un ministre en exercice dise... bombe sociale à retardement, il a dit. Bon, alors, il a dit bombe économique et sociale à retardement, et il s'est repris à la Fondation Abbé Pierre, j'étais à quelques mètres, pour dire, même pas à retardement, c'est déjà le cas. Je veux dire que la prise de conscience est là, il ne se passe rien. Je ne veux pas... Bon, non, on va aller sur les sujets justement conjoncturels. Erwan, juste sur cette idée d'aspiration à la propriété, effectivement, effet ciseaux avec la désindustrialisation. Ce que tu disais d'un mot, mais qui reste quand même, à mon avis, très grave. C'est-à-dire, j'ai acheté ma maison, je bossais chez je ne sais pas quel fabricant sous-traitant automobile qui faisait, tiens, pourquoi pas des fonderies pour les moteurs diesel. L'usine a fermé et non seulement ma maison est un piège, mais en plus, elle n'a plus aucune valeur. Parce que l'usine a fermé. C'est-à-dire il y a en plus un double effet. Oui, c'est plutôt la valeur d'usage que la valeur de marché, mais je pense que il y a une forme d'optimisation, je pense, personnelle, justement, à vouloir être propriétaire de sa propre... Parce qu'on se dit, face à tous les aléas, ça ne permettra d'avoir justement mon amortisseur social à moi. Et donc, du coup, les ménages, je pense, ont intériorisé le fait qu'il y avait une grande part de leur pouvoir d'achat qui partait tous les mois, justement, en logement, en se disant, si je suis propriétaire, plus tard, je peux me permettre de perdre mon boulot, être au chômage à 55 ans et ne plus être employable derrière, ou avoir une petite retraite. Ce sera ça en moins que j'aurai, du coup, à penser. Et j'aurai possibilité de pouvoir l'échanger, de pouvoir l'avoir. Donc, je pense qu'il y a quand même cette... Tu considères que c'est pas une erreur, toi ? Non. Moi, franchement, mais en fait, pose la question. La question, c'est sur l'accès à la propriété. À la limite, moi, je suis plutôt libéral. Je pense que toi aussi, Stéphane. Si les gens veulent être propriétaires de leur truc, mais moi, ça ne me dérange pas. Le problème, c'est quand ils ne peuvent pas devenir propriétaires de leur bien. Aujourd'hui, en l'espace de 20 ans, l'apport, avant, il fallait, en gros, si je reprends les chiffres, en 2000, il fallait 3 ans de revenus
pour pouvoir, l'apport était 3 ans de revenus, ton coût d'acquisition. Maintenant, c'est 5 ans de revenus. Quand ton revenu stagne, quand justement... Oui, mais ça, c'est les conséquences... Ça vient en bout de chaîne de tout ce qu'on va décrire maintenant. Bien sûr, tu peux mais pas... le problème, c'est que tu as ça parce que tu as une inflation, et de l'autre côté, tu as des règles prudentielles qui sont de plus en plus serrées et qui, du coup, t'empêchent de pouvoir recourir à l'investissement. Mais heureusement, quand même. Bah non, pas du tout, heureusement. Comment ça, pas heureusement ? Je te pose une question. Un ménage du 3e décile, voilà, donc 1 600 euros jusqu'à 16 000 euros par an. Il alloue en moyenne 34 à 35% de son revenu à la location. Pourquoi est-ce qu'on l'interdirait d'emprunter 35% de son revenu et l'allouer au remboursement d'un prêt ? Aujourd'hui, il n'a pas le droit. Mais comment ça, il n'a pas le droit ? 33, il a le droit à 33. Bah ouais, 33, la différence, elle peut être énorme. Alors, tu peux monter jusqu'à... non, elle n'est pas énorme, c'est justement... 2%, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Une banque aujourd'hui va te dire vous n'êtes pas solvable, vous n'êtes pas machin et tout. Pourquoi est-ce que ce ménage-là, je prends un autre exemple, un ménage du D2 qui habite en plein centre de Paris, parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il bosse chez McDo, etc. ou quoi que ce soit, il va gagner 1 200 euros par mois, d'accord ? Mais il n'habite pas au plein centre de Paris. Si, il va habiter dans un 450 mètres carrés, insalubre, dans une chambre de bonne. Pourquoi est-ce que du coup, on ne pourrait pas lui dire, effectivement, cette allocation-là, tu peux l'allouer en remboursement justement de ton prêt ? Aujourd'hui, tu peux pas, parce que ça fait à peu près 38-39% de ton revenu. On va t'interdire d'emprunter cette somme-là. Pourquoi est-ce que cette personne-là, on ne pourrait pas, dans ces cas-là, lui dire, tu peux effectivement toi aussi faire de l'investissement locatif, avoir une part, et donc du coup, ça peut-être qu'il faut supprimer la bande des 25 ans, avoir une part moins significative de ton revenu qui te permet, tu te loges en petite couronne, tu te loges n'importe où, et derrière, tu vas acheter un petit studio à Aubenas, une très belle ville d'Ardèche, malheureusement, qui se divertit, qui se vide complètement, mais où le prix du mètre carré aujourd'hui s'échange à 600 euros. À Saint-Étienne, ville quand même assez dynamique, avec plus de 15 000 habitants qui ne cessent de progresser, qui remonte là où tu es à 850 euros du mètre carré. Pourquoi est-ce qu'on ne lui permettrait pas d'acheter 15-20 mètres carrés là-bas, 20 000 euros 20 000 euros sur 30 ans, par exemple. Mais qu'est-ce qu'il va faire à Saint-Étienne ? Non, mais justement, il va le louer, son truc. Ah, mais il va le louer. Alors, attends, parce que ça, c'est des solutions. Oui, mais là, on arrivera dans... C'est Henri qui m'a appris. Aujourd'hui, les règles prudentielles du HCSF, elles te disent niet. Oui, niet. Henri m'a appris l'expression de la peau de léopard. C'est-à-dire... Tu peux dire que tu achètes à Saint-Étienne, sauf que si tu es dans le trou noir de la peau de léopard, c'est ça, Henri, tu vas te retrouver tanké avec ton truc, justement. Bon, mais ça, à la limite, c'est un autre sujet, on va y aller dans la deuxième partie, mais d'abord les causes conjoncturelles alors c'est, autre grand respect, je suis ravi de le citer, Jacques Chanu, ancien patron donc de la Fédération du bâtiment. Si on compare 2008 et 2020, la crise actuelle est la plus brutale et la plus violente, dit-il. Donc, visiblement, on est sur une crise qui dépasse le simple effet cyclique de l'activité. Oui, bien sûr. La Caisse des dépôts est obligée de se porter au secours de promoteurs en grande difficulté. 3,7 milliards. Ça a déjà été fait, ça ? Oui, c'est fait de manière régulière. Régulière. Ouais. Régulière. On considère que la sauvegarde de l'appareil de production, parce que ça, ce n'est pas une mesure politique du logement, c'est une mesure entreprise. Voilà, c'est ça. Je m'en réjouis. Enfin, si, c'est quand même mesure du logement, parce qu'on s'assure quand même que les logements en construction seront terminés. Oui, et sûr. Appartenant à la Caisse des dépôts, ils vont pouvoir justement être loués à des loyers à peu près raisonnables. Voilà, à minima, ça concerne quelques dizaines de milliers de logements indispensables pour nos concitoyens, donc c'est très bien. Ça sauvegarde l'appareil de production, alors les promoteurs, mais surtout les entreprises en bâtiment que font travailler. Mais ils sont rincés, les promoteurs, dans l'histoire. Moi, c'est le seul truc que je voudrais être sûr qu'ils soient rincés, s'ils sont soutenus par la Caisse des dépôts, ou est-ce qu'ils s'en sortent Ils sont en très mauvaise posture. Parce que la Caisse des dépôts rachète au plus bas, j'imagine. Alors, ça, c'est justement... Elle négocie le prix ou pas ? Bien sûr, ça n'a pas été dit. Les achats vont-ils se faire à hauteur de moins 20, moins 30 ? On va être dans ces eaux-là. Ouais, d'accord. Très clairement. D'accord. Aujourd'hui, d'ailleurs, les échanges entre grands investisseurs se font sur des bases de moins 20. On va parler de baisse des prix. Très clairement, si on faisait une opération de vérité sur les baisses de prix, de valeur aujourd'hui, on serait entre moins 15 et moins 20. Ok. Bon, voilà. Les particuliers n'entendent pas de cette oreille, c'est compliqué, mais la vérité est là. Donc, cette mesure, elle est utile pour l'appareil de production. Ce n'est pas une mesure, à proprement parler, politique du logement. D'accord. Non, mais c'était juste pour... Je voulais être sûr que ça se fait régulièrement. Ils sont en mauvais état, très clairement. Réservation d'appartements neufs qui avait déjà chuté de près de 25% sur un an en 2022. Oui. On est sur un nouveau recul sur le début 2023, oui. Donc on est effectivement sur quelque chose de majeur. Inflation, coût de construction, hausse des taux d'intérêt, c'est ce qui explique l'espèce de durcissement
rapide et accélérée de cette crise de la construction, là, aujourd'hui. Tout à fait. En taux d'intérêt, je rajouterais ce qui vient d'être dit. Le taux d'intérêt, je rajouterais aussi pour les bailleurs sociaux. Il a été x6 en l'espace de moins d'un an, quand même. On est passé. Donc, je rappelle pour nos téléspectateurs, le taux qu'elle emprunte, justement, les bailleurs sociaux, il est fixé par la Caisse des dépôts, qui est fixé par le taux du livret A. Donc, la Caisse des dépôts récupère les encours du livret A et, du coup, utilise. On a encore un sacré serpent qui se mord la queue, là. Mais ça, c'est très intéressant parce que quand on annonce, pour être populaire, mais bon, on a le droit d'être populaire, aux ménages, on va vous augmenter la rémunération de votre épargne phare, sachant qu'elle s'adresse surtout aux plus fortunés d'ailleurs, hein, là aussi il faut regarder, mais enfin, c'est le livret populaire. Donc les ménages disent... le ministre de l'économie vraiment comprend le problème. Bon, il ne calcule pas ce que ça va leur faire gagner en étant en euros, hein, en nombre d'euros. Mais surtout, ce qu'on ne leur dit pas, parce que ça c'est un truc d'initié, et c'est très important de le dire, c'est que c'est la ressource avec laquelle on construit les HLM. Ouais. Donc celui qui se dit, tiens, moi je vais gagner quelques euros, mais qui aimerait bien que son fils ou sa fille obtienne un logement HLM dans sa ville, et bien en fait, si on lui dit non, c'est parce que son épargne aura été mieux rémunérée. Il y a un lien très fort. C'est aussi... exactement. Nous, mécanique. Aussi mécanique que ça. On publie une deuxième note dans 15 jours sur le logement social, justement, donc toujours dans le cadre de notre observatoire. On remarque, en fait, pour l'instant, il y a de la construction sociale parce qu'il y a une obligation légale de la part des bailleurs de devoir construire. Bon, ils font quand même 60% en VFA et 40% de manière individuelle. Mais du coup, en fait, tous les acteurs qu'on a pu auditionner nous disent, entre la pénurie de compétences, qui fait qu'aujourd'hui, tu as des délais d'approvisionnement qui sont dingues. Absolument. L'inflation énergétique, qui fait qu'en fait, n'importe quelle pose de pierre coûte 10% plus cher qu'avant. Plus maintenant, la multiplication par 6 notre taux d'intérêt en moins d'un an. Et en plus de ça, Bruno Le Maire qui annonce que cet été, il y aura une nouvelle hausse, etc. C'est phénoménal. Par 6 en moins d'un an. 0,5 et t'es passé à 3. Et tu vas peut-être passer à 4, peut-être passer à 5. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, tu perds de l'argent en mettant tes sous sur ton livret A, parce que l'inflation étant à 6. Et donc, du coup, ils te disent, moi aujourd'hui, je suis obligé de construire, donc je construis, mais quelque part, demain, en fait, j'aurai plus d'accès au financement. Et donc, du coup, j'aurai plus de logements sociaux. Et il faut savoir que sur le logement social, ça, c'est un des chiffres qu'on va produire aussi. Tu as à peu près 100 000, on estime à 100 000 le nombre de logements sociaux qui sont construits par an. Mais quand tu prends en compte tout ce qui est détruit, démembrement, déclassement, etc., en fait, il n'y a que 45 000 nouveaux logements sociaux qui émergent tous les ans. Oui. Et je rappelle qu'il y a 2,3 millions de ménages qui attendent un logement social aujourd'hui. Ceux qui sont détruits, enfin, ils sont détruits pour une bonne raison, c'est qu'on ne peut plus habiter dedans. Oui, juste qu'on parle de 100 000, c'est un stock brut, c'est pas un stock net. Donc de construction annuelle. En stock net, on est à 45 000 nouveaux logements par an. Oui, mais ça reste, pardon Erwan, ça reste un stock non, c'est pas pour critiquer, net. Mais ça reste un stock net de logements habitables. Oui. Ceux qui sont détruits, de toute façon, il n'y a plus personne dedans. Bien sûr. Simplement, l'offre, pour utiliser notre mot, ce qu'on offre aux ménages qui ont besoin de logement, se retrouve faiblement abondé. Exactement. Là, on se dit, mais on construit on ne comprend pas. Mais non, puisqu'il n'y avait plus personne dedans, c'est quand même 100 000 logements en plus. C'est un détail, mais c'est quand même 100 000 logements en plus. Souvent, c'est pas parce qu'il n'y avait personne dedans, c'est parce que c'était des trucs qui étaient insalubres, des trucs qui étaient... Oui, donc il y a encore des gens dedans, on vide le truc pour détruire la barre. Ah non, mais c'était pas une offre souhaitable. D'accord. Il y avait encore des gens dedans. Bien sûr. Il y avait encore des gens dedans. Les chiffres sont là. On va marquer une pause et on continue à discuter de tout ça dans un instant.